coup, pour commencer, donc c'était cette définition énoncée par la loi de 2005 en France pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc, le handicap est défini par une limitation d'activité ou la restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Et donc, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle souligne quand même deux points. Un premier que à peu près tout le monde a en tête, c'est-à-dire le fait de sortir de la moyenne par rapport à un groupe, une population au sein de laquelle on évolue, pour une compétence, une capacité physique, sensorielle, cognitive. Mais l'autre point qui est intéressant et qu'elle souligne, peut-être pas assez, mais en tout cas, ça y est, si on fouille, c'est que elle met en jeu ce handicap, il met en jeu le modèle social dans lequel on évolue, qui potentiellement restreint plus ou moins ses activités ou la participation à la vie en société. Et donc, alors moi, je rajoute un troisième point, c'est celui de l'acculturation à la différence et comment, dans nos sociétés, on est sensibilisé à euh, l'écart à la moyenne, la différence. Est-ce que, alors a priori, on a l'impression, mais ça c'est vraiment de l'impression qu'on est câblé pour rejeter les minorités et ce qu'on appelle les différences qui sortent de la moyenne, hein, quand on voit en cours de récréation. Voilà. Est-ce que nos modèles sociaux nous permettent d'aborder la différence de façon différente, d'en être curieux, de s'en approcher? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette éducation ou cette non-éducation, cette culture, elle va aussi jouer sur, elle fait partie en fait intégrante du modèle social et elle va aussi jouer sur l'intensité finalement du handicap qui est une résultante, je pense, de tout ça. Et donc, le handicap ne regarde pas du tout seulement l'individu concerné, mais bien de façon très large et de façon assez clé, son environnement et donc le collectif, le groupe, donc le social, et donc c'est une histoire, une question éminemment politique. Et ce qui est apporté, je pense, c'est ce que j'ai pu constater par les personnes concernées ou par les aidants qui luttent contre ce modèle social. Euh, pour compenser ces freins, c'est que le handicap est en grande partie induit, créé par le modèle social dans lequel on évolue. Pour être un peu complémentaire, je me disais que c'était intéressant de parler aussi de la définition du validisme ou du capacitisme, qui vient du terme anglo-saxon ableism, apparu dans les années 70-80 aux USA et qui désigne une distinction hiérarchique entre les abled et les disabled, et en particulier la supériorité des abled sur les disabled. Et donc, la définition dans le Robert, hein, du validisme, c'est un système social, de valeurs sociales, qui fait de la personne dite valide la norme sociale et dans lequel les personnes qui ne sont pas conformes à une telle norme sociale sont potentiellement, du coup, exclues, discriminées, en tout cas non prises en compte. Le collectif des luttes et handicap pour l'égalité et l'émancipation s'exprime en disant que le validisme se caractérise par la conviction collective plus ou moins inconsciente de la part des personnes valides que leur absence de handicap et ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et supérieure à celle des personnes handicapées. Et par opposition, le validisme assimile systématiquement le handicap à une triste et misérable condition et se traduit par des discours, des actions, des pratiques paternalistes, condescendantes, dénigrantes à l'égard des personnes en situation de handicap, qui les infériorisent, leur nient toute possibilité d'être satisfaites de leur existence et leur refusent le droit de prendre en main leur propre vie. Alors, et donc, un des challenges, c'est d'essayer de déconstruire nos modèles sociaux validistes, hein, parce qu'ils le sont encore largement, pour que la loi de 2005 puisse s'appliquer. Alors, je suis allée encore un peu plus loin, parce que je trouve que parfois, aller fouiller un peu dans des extrêmes, ça permet de comprendre un peu des mécanismes qui sont encore là, invisibilisés, mais extrêmement
potentiellement extrêmement violents encore. Donc il y a un lien avec le mouvement eugéniste qui est né sur la base des préjugés validistes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et qui, selon cette approche, a fait que des milliers de personnes, par exemple, des milliers de personnes handicapées, dont des enfants, ont été empêchées de se reproduire par des programmes de stérilisation forcée en Amérique du Nord et en Europe, ou encore, pendant l'Allemagne nazie, a mené, sous prétexte de vie indigne concernant les personnes en situation de handicap, à leur extermination pour environ 300 000 d'entre eux. Mais ça, c'est le passé, mais dans le présent, il y a encore des choses absolument façon extrêmement diffuse dans un certain nombre de pays, avec des retraits d'enfants différents qui sont confinés dans des centres de retrait de leur famille, confinés dans des centres qui sont reclus, exclus, et où les violences sont multiples. Pour le coup, la vie est un... et donc, ça me paraissait important de pouvoir aussi dire que les conséquences du mouvement eugéniste et son impact continue de permettre de comprendre la façon dont la société continue à percevoir le handicap avec des pratiques qui continuent parfois d'être coercitives. Par exemple, les personnes en situation de handicap sont quand même souvent encore dans nos quotidiens, dans nos modèles sociaux, considérées comme inaptes à consentir à un traitement et soumises à des interventions médicales forcées, comme la stérilisation, la contraception, l'avortement, l'administration de psychotropes. Alors, aujourd'hui, combien de personnes sont concernées? Donc, d'après l'OMS, environ 1 milliard sont concernés dans le monde. Dans l'Europe, 80 à 120 millions. Et en France, plus de 14 millions de personnes âgées de 15 ans plus déclarent une limitation fonctionnelle sévère, c'est-à-dire environ 28% de la population générale. Plus de 5 millions déclarent des restrictions importantes dans les activités de la vie quotidienne, donc près de 10% de la population générale. Enfin, pour des choses concrètes, plus de 1 million sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. 435 000 enfants sont bénéficiaires de l'allocation enfants en situation de handicap, et plus de 370 000 élèves sont scolarisés en situation de handicap, sont scolarisés en milieu ordinaire. En pratique, en France, une personne sur 7 âgée de 15 ans ou plus est en situation de handicap et un adulte sur 6 se déclare proche aidant en 2021. Alors, quelles sont les différentes catégories de handicap? Donc ça, ce sont des définitions qui sont associées à, enfin des catégories qui sont associées à la définition du handicap énoncée avec la loi de 2005, qui sont en fait assez dépassées, qui ne correspondent pas à l'état des lieux des connaissances actuelles, mais c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment en cherchant. Et qui potentiellement peuvent poser problème parce que les mots ne sont pas, enfin, ils manquent de précision, ne correspondent pas, ne correspondent pas à des définitions précises ou scientifiques ou fonctionnelles, et peuvent du coup entretenir une certaine ignorance et donc derrière de la discrimination. Donc, c'est cette catégorie. Donc, la première, motrice, avec les limitations de la mobilité et de la motricité. La seconde, sens, concerne les troubles de la vie et de l'audition, pas les autres sens. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire des catégories qui concernent juste troubles de la vue, troubles de l'audition avec un impact sur l'évolution dans le modèle social. Les troubles de santé invalidants, comme des maladies ostéo-articulaires chroniques qui commencent par induire des handicaps dans la vie de tous les jours. Et puis, ces trois catégories qui posent problème parce qu'elles sont très confuses et pas très claires. Donc, le handicap mental ou déficience intellectuelle ou déficit intellectuel global, le handicap cognitif et le handicap psychique. Et en fait, mental et psychique ne correspondent pas à des termes précis sur le plan fonctionnel, sur le plan scientifique, sont des termes dépassés. Et donc, correspondent à des catégories qui n'ont plus vraiment de sens sur le plan de la connaissance concernant ces handicaps-là. Et puis le polyhandicap, qui lui associe des limitations physiques, souvent motrices et cognitives, responsables d'une restriction d'autonomie et relationnelle, à différencier du plurihandicap, où là, la différence se situe surtout
pour ce qui concerne le niveau de restriction de l'autonomie. Bon, après, c'est un peu, comment dire, rébarbatif potentiellement ces catégories, mais elles peuvent normalement, enfin, elles sont là théoriquement de catégoriser les choses, nommer les choses peut permettre d'aider pour identifier des besoins particuliers, les revendiquer, etc. À la fois, la limite des catégories, c'est de enfermer dans des cases et si en plus les cases ne sont pas précises, d'enfermer dans de l'ignorance et donc d'entretenir éventuellement de la discrimination derrière. Donc là, je me suis permise de reprendre ce tableau avec l'état, enfin, un peu plus, j'espère, en rapport avec l'état des connaissances actuelles. D'après, quand on regarde les handicaps, enfin les catégories spécifiquement, les choses sont décrites de façon plus précise et plus juste. Et puis aussi en rapport avec des descriptions dans d'autres pays qui sont plus avancés qu'en France, notamment le Canada, le Québec. Voilà, où là, donc il y a les catégories, alors c'est plus moteur, mais c'est physique, hein, on n'est pas juste enfin, entre guillemets, dans la limitation de la mobilité, mais il peut y avoir aussi les personnes qui sont concernées par une amputation ou une chirurgie, enfin voilà, une parole qui devient impossible parce qu'une chirurgie délabrante du plancher buccal, enfin voilà, des choses qui concernent le physique, la morphologie. Cette catégorie sensorielle dont on a parlé auparavant, les troubles de la santé invalidants, et ces trois catégories-là, sur le plan cognitif, en fait, elles correspondent à, les deux premières, à des troubles cognitifs, que sont d'abord les troubles neurodéveloppementaux, avec lesquels on naît et qui se révèlent au fur et à mesure de la croissance. Donc il y a là-dedans les troubles du fonctionnement intellectuel, on dit plus déficit ou déficience intellectuelle, parce que donc ça, c'est mesuré par le QI qui ne mesure pas l'ensemble des capacités cognitives, qui mesure certaines capacités cognitives qui sont surtout instrumentales et qui concernent voilà, qui sont sollicitées à l'école surtout. Les troubles du spectre autistique, le TDAH et les TIS. Les autres troubles cognitifs, puisque les TND sont aussi des troubles cognitifs, donc plutôt acquis, neurodégénératifs, par exemple, post-traumatique, post-hématome, trauma cérébral, etc. Et puis psychique, en fait, c'est lié à un trouble psychiatrique. Voilà. Ça, c'était juste pour repréciser les choses. Pour ce qui concerne la prévalence en France rapportée pour les différents types de handicap, donc ça, c'est des données de l'adresse, je ne l'ai pas précisé. Donc les troubles neurodéveloppementaux représentent 15%, enfin, concernent 15% de la population générale. Ce ne sont pas, évidemment pas des catégories exclusives, puisque on peut avoir une mobilité réduite et des troubles neurodéveloppementaux. On peut avoir, enfin voilà, des choses qui se chevauchent, se surajoutent, ça ceci. Les handicaps liés à une pathologie psychiatrique, 4%. Les handicaps liés à une pathologie cognitive acquise, 3%. Donc, c'est quand même une énorme partie de la population. Tout ce qui est physique et pas PMR, c'est 5%. Et 1% des personnes environ ont besoin d'un fauteuil roulant pour, évoluer dans nos modèles sociaux. 8% pour les troubles auditifs et 2% pour les troubles visuels. Voilà, donc ce qu'on comprend assez rapidement, c'est que le handicap ne se résume pas à la mobilité, que les handicaps cognitifs et sensoriels représentent la part la plus importante des situations de handicap, et qui sont largement invisibilisées et méconnues, et donc, de ce fait, source de discrimination. Et que le handicap n'est pas une maladie, mais que certaines maladies chroniques sont responsables de handicap, et que certains handicaps sont associés de façon plus fréquente à des pathologies, comme par exemple les troubles neurodéveloppementaux et l'épilepsie, comme la trisomie 21, qui est un syndrome global avec des troubles neurodéveloppementaux divers et des pathologies potentiellement cardiaques, hémato, etc. Alors, pour la première fois, là, il y a un plan national lancé par le gouvernement, un plan interministériel qui a été lancé en février 2026, qui est la première stratégie nationale française spécifiquement dédiée à la vie intime, affective et sexuelle chez les personnes en situation de handicap. Donc, il y a une feuille de route qui est très claire, qui a été établie. Le budget, je n'ai pas très bien compris s'il y avait un budget
quel était-il dédié. Et les priorités affichées sont le fait de reconnaître la sexualité comme un droit fondamental chez les personnes en situation de handicap, améliorer l'accès aux soins, développer l'éducation sexuelle de façon accessible, ce qui suppose une information claire et adaptée, et l'adaptation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, prévenir les violences, en particulier sexuelles, et former les professionnels du sanitaire et du médico-social. Alors ça, c'est une revue de la littérature qui avait été réalisée et publiée par Santé publique France, qui date un peu, mais qui a contribué à, voilà, à regrouper les arguments pour mettre en route ce type de plan, et qui mettait en avant que les désirs et les besoins en matière de vie affective et sexuelle sont comparables chez ces personnes à la population générale. Alors oui, un point important, c'est qu'il n'y a pas énormément de choses, hein, donc en termes de recherche, en termes de... Voilà, il n'y a pas de grand observatoire de la santé et de données chiffrées systématiques dans la population des personnes en situation de handicap. Donc cette revue de la littérature, elle concernait les personnes avec des troubles du fonctionnement intellectuel. Et donc elle mettait en avant aussi que cette vie affective et sexuelle était un aspect de la vie centrale pour la grande majorité des personnes on va dire questionnées, et qu'elles avaient un niveau d'activité sexuelle plutôt moindre qu'en population générale. Donc ça, c'est... voilà, il y a des représentations qui sont assez caricaturales. Souvent, on a l'impression que les représentations sont celles d'être finalement asexuel ou alors d'hypersexualité. Mais voilà, donc en tout cas, parmi les études rapportées, voilà ce qui était rapporté dans un contexte d'autonomie sexuelle fortement réduite du fait de contrôles souvent exercés sur leur sexualité de la part des professionnels ou des parents, avec pas mal de restrictions, d'interdits. Et les questions de parentalité, de contraception, de mariage qui restent extrêmement tabous dans ces populations. Des pratiques, enfin en tout cas d'une homosexualité ou une bisexualité qui semblait être rapportée de façon plus fréquente qu'en population générale, mais sans estimations, sans prévalence précisée. Oui, ce que je dis les choses un peu dans le désordre, mais ces restrictions, ces interdits par rapport à la sexualité pouvaient provoquer une vie sexuelle dissimulée, parce que sinon elle n'existe pas, et donc prendre des risques qui auraient pu ne pas exister, comme des rapports sexuels dans des espaces publics ou milieux, ce qui renforce la représentation d'une sexualité hors norme et ce qui évidemment augmente le risque en termes de santé sexuelle. Cette revue rapportait également un manque de connaissances clairement sur la vie affective et sexuelle à la mesure de situations parfois éducatives, parfois décrites comme défavorables dans l'entourage ou dans les structures institutionnelles, pédagogiques ou de soins. Et puis, pas mal de surexposition aux abus sexuels. Globalement, très peu de recherches menées sur les prises de risques et la prévention en santé sexuelle dans cette population. Les IST, il n'y a pas de prévalence estimée des IST, en tout cas publiée, voilà. Peu de retours également sur les pratiques contraceptives. Il y a une étude belge qui s'est intéressée à 387 femmes avec des troubles des fonctionnements intellectuels, donc en âge de procréer, comme on dit. Et donc, pour 41% d'entre elles, elles ne prenaient pas de contraception. 22% étaient stérilisés essentiellement par ligature des trompes. 18% prenaient une contraception orale. 18% une contraception de longue durée d'action comme l'acétate de médroxyprogestérone et 1% avaient un dispositif intra-utérin. Et ce qui était rapporté, c'est que les femmes étaient très peu associées aux décisions contraceptives et le plus souvent ignoraient la nature de leur contraception. Ce qui est rapporté de façon assez claire et répété, c'est ce risque accru de violence sexuelle chez les personnes en situation de handicap par rapport à la population générale. En France, les
violences sexuelles seraient 2 à 3 fois plus importantes qu'en population générale. Le sexe féminin et le fait d'avoir un handicap cognitif ou psychiatrique semblent être des facteurs de risque. Sur le plan international, d'après une méta-analyse qui commence à dater aussi, en tout cas, le risque rapporté était jusqu'à 4 fois plus de violences sexuelles chez les adultes en situation de handicap, avec un risque maximum, surtout chez les personnes avec handicap cognitif. Ça, c'est une étude française, il y a très peu, qui a été publiée en 2022 et qui s'est intéressée aux violences sexuelles chez les femmes adultes. Enfin, en tout cas, elles étaient interrogées alors qu'elles étaient adultes, avec un diagnostic de trouble du spectre autistique. Et donc, chez 225 femmes, ils ont pu interviewer donc 225 femmes à partir d'un questionnaire standardisé, âgées de 20 à 50 ans pour 90% d'entre elles, avec des QI plutôt complètement normaux, voire très élevés, hein, puisque 52% avaient plus de 130 de QI. Elle rapportait pour presque 2 tiers d'entre elles une homo, une bisexualité, et 10% n'avaient pas de partenaire sexuel. Et 88% d'entre elles reportaient des violences sexuelles subies par le passé, multiples pour 75% des victimes, qui avaient eu lieu pour les premières fois avant 18 ans, enfin à 18 ans ou avant pour plus de 2 tiers d'entre elles, à 12 ans ou avant pour 40% d'entre elles, et avant 9 ans pour 22% d'entre elles. Donc ça a été, il y a une autre étude américaine qui, dans un autre contexte, qui rapportait à peu près relativement récente aussi les mêmes résultats. Alors là, j'avais dit que je ne mettrais rien de anti-gynéco, mais ça m'a échappé. En tout cas, il y a un certain nombre de facteurs de vulnérabilité, de mécanismes qui sont probablement impliqués dans tout ça. Le fait d'être dépendant à des aidants ou à des professionnels, les difficultés de communication éventuelles, le faible crédit accordé à la parole des personnes en situation de handicap, le manque de connaissances en matière de vie affective et sexuelle et d'éducation au consentement, les difficultés d'accès à la justice, l'isolement social et également la précarité qui est un facteur de risque de violence sexuelle, puisque en 2021, plus d'un quart des personnes en situation de handicap de 15 à 59 ans vivaient sous le seuil de pauvreté versus 1 sur 7 en population générale. Et ces données montraient que cet écart était plus important avec l'importance des limitations liées au handicap et que le type du handicap pouvait avoir un impact différent sur le niveau de vie. Par exemple, le handicap visuel était statistiquement plus pénalisant que le handicap auditif. Fabienne, il faudrait conclure. Alors, je vais conclure, puisque là, de toute façon, j'arrive, je pense que Andy Gynéco va largement en parler. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a il n'y a pas assez de données précises sur l'insuffisance de prévention, de couverture vaccinale, de contraception, de VIH-IST. On a très peu de choses. En France, quasiment rien. Et il y a un besoin, une vulnérabilité qui est énorme, des besoins massifs en matière de sensibilisation. Ils sont particulièrement exposés, ces personnes-là, aux inégalités d'accès à l'information, aux soins en santé sexuelle et en prévention des violences. Et les facteurs de risque qu'on retrouve de façon récurrente, c'est le fait d'être une femme et le fait d'avoir un handicap avec une part cognitive ou psychiatrique. Voilà. Excusez-moi pour le dépassement. J'arrête. Hop. Je cède la parole du coup à la personne suivante. Bonjour à tous et à toutes, et désolé pour l'organisation qui fait face à quelques problèmes techniques, mais on va y arriver. On aurait aimé avoir le témoignage de Cindy, qui est une personne concernée, qui aurait pu vous parler de sa situation et de son expérience. J'espère qu'on l'aura à la fin, mais je vous propose qu'on enchaîne avec les principes de la démarche Handigynéco, qui est un outil, une solution pour favoriser l'accès aux soins gynécologiques et plus généralement à la santé sexuelle pour les personnes en situation de handicap qui vivent par contre en établissements médico-sociaux. Et on verra que tout le monde ne vit pas en établissement médico-social, donc les besoins sont beaucoup plus larges que ça. Jennifer, page suivante. Oui.
Hop. Alors, le contexte, Fabienne vous l'a donné assez largement, mais on peut revenir sur notamment la répartition des personnes en situation de handicap selon leur mode d'accompagnement et donc leur lieu de vie, pour savoir où elles vivent et comment éventuellement on peut même aller à leur rencontre. Donc, si on considère le handicap sévère, donc avec au moins une limitation fonctionnelle nécessitant d'être accompagné au quotidien, on a à peu près 1,5 million de femmes en situation dans une telle situation de handicap en France. Et sur ce 1,5 million de femmes, il y en a à peu près 10% qui sont accompagnées par le secteur médico-social. Donc elles peuvent vivre dans des hébergements médicalisés, ce qu'on appelle des femmes, des MAS principalement, dans des hébergements non médicalisés quand leur situation ne nécessite pas un accompagnement médical quotidien. Et près de la moitié sont accompagnés par des services à domicile ou dans d'autres types d'accompagnement comme des accueils de jour. Donc toutes celles-là peuvent être accessibles, on va dire, on peut aller les retrouver via le secteur médico-social. Pour tout le reste, elles vivent à domicile, avec donc une difficulté plus importante à les rencontrer. Et bien sûr, ces chiffres-là concernent tous les types de handicap, comme les a présentés le docteur Kaby. Si on fait un petit zoom sur la santé au global des femmes en situation de handicap, on a globalement un défaut d'accès aux soins assez sévère, pour de multiples raisons, mais on peut considérer qu'un quart, même un peu plus d'un quart des personnes en situation de handicap n'ont pas accès à tous les soins dont ils auraient besoin. Et sur la gynécologie, c'est encore plus important. Il y a bien moindre recours aux soins gynécologiques de prévention. On est à 20 à 40% contre 75% en population générale. Et malheureusement, ceci est lié à un fort taux de refus de soins sur la gynécologie. Donc le refus de soins ici étant le professionnel de santé n'ayant pas pu ou voulu, ça arrive parfois, prendre en soin ces personnes. Ça implique un moindre recours au dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, avec 20 points en moyenne, 20 points en moins, en moyenne, par rapport à la population générale. La situation est un petit peu meilleure dans les établissements médico-sociaux, donc en institution, même si on considère que 66% des femmes n'ont pas de suivi régulier. Ça, c'est dû à un ensemble de représentations qu'on va voir juste après. Slide suivante. Et là, je laisse la main à Frédéric, si elle arrive à nous parler, pour justement parler des raisons. Frédéric, vous arrivez à utiliser votre micro? J'ai ouvert votre micro normalement. Frédéric. Bon, bah, je vais continuer et Frédéric arrivera peut-être à nous rejoindre entre-temps. Alors, pourquoi justement une telle différence d'accès aux soins, notamment gynécologiques? C'est beaucoup une histoire de représentation et des représentations qui sont très tenaces. D'abord parce que la santé des personnes en situation de handicap, elle est essentiellement considérée en rapport à leur handicap et aux pathologies éventuelles sous-jacentes. Donc, ça crée un prisme, une focale qui va mettre de côté toutes les autres pathologies possibles et en tout cas toute la santé de prévention. C'est aussi parce que les personnes en situation de handicap, elles sont souvent dénuées de genre, c'est-à-dire qu'il y a une représentation de type ange ou démon avec une mise à distance du sexe biologique des personnes en situation de handicap. Une impossibilité également à considérer qu'il puisse avoir une sexualité, quelle que soit la sexualité, aussi en rapport avec les représentations sur
le sexe biologique. Et puis aussi une intériorisation des personnes en situation de handicap du fait qu'elles ne peuvent pas avoir une sexualité ou en tout cas une intimité parce que tout l'environnement les en empêche. Parmi les facteurs qui expliquent aussi le manque d'accessibilité aux soins, on va noter un manque de formation des professionnels de santé à l'accueil et à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, un manque d'accessibilité des lieux de santé en ville ou à l'hôpital. Donc l'accessibilité physique, mais pas seulement, on va parler d'accessibilité universelle. Et puis trop peu de temps qui peut être accordé aux consultations parce qu'il y a souvent une rémunération qui n'est pas adaptée au temps qu'il faut. On va considérer qu'il faut à peu près le double de temps pour avoir une consultation qui soit correcte et de qualité avec une personne en situation de handicap. Les violences, le docteur Kaby en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus et on va accélérer. Alors, Handigynéco, c'est né il y a quelques années sur 3 principes simples et efficaces. Sur la diapo suivante, Jennifer, merci. C'est une formation alors qui aujourd'hui est ouverte aux sages-femmes, mais qu'on étend de plus en plus à d'autres professionnels de la santé sexuelle et pas seulement gynécologique. Une formation qui permet une meilleure connaissance du champ du handicap, des différents types de handicap, des spécificités de la relation d'aide et de soins en contexte de handicap, ce qui n'est pas toujours simple et nécessite des postures adaptées, dont on va parler juste après, et puis sur quoi on peut s'appuyer, parce qu'on n'est pas tout seul et on a souvent besoin d'avoir des soutiens, des repères en termes de communication sur le suivi gynécologique, la vie affective et sexuelle, les violences, etc. Ensuite, le deuxième grand principe, c'est l'aller vers. Donc, le fait de se déplacer, ça c'est important pour résoudre tous les problèmes d'accessibilité. Aller au contact de ces personnes dans un lieu qui est sécurisant, qui est réconfortant, qui épargne la fatigue du déplacement et donc résout tous ces problèmes d'accessibilité. Et puis permettre d'avoir jusqu'à 1 heure pour des consultations, par exemple. Avoir des consultations qui peuvent se répéter plusieurs fois pour aller graduellement, progressivement vers un examen clinique qui n'est pas obligatoire au premier abord, parce qu'il y a souvent une phase de mise en relation, connaissance, établissement d'un lien de confiance et de prévention qui est privilégiée. Alors, si on parle de la formation des sages-femmes, on a un grand, un grand apport de la posture et des outils du counseling. Et je vais aller directement sur la diapositive suivante. Et peut-être, si Frédéric a réussi à se connecter, lui laisser la parole. Alors, le counseling, je vais essayer de le faire presque aussi bien que Frédéric, mais c'est pas facile. Déjà, on parle beaucoup de bienveillance ou de prévention des maltraitances. Et l'idée, c'est que la bienveillance, c'est pas suffisant. Il faut aller un cran plus loin et permettre à la personne de mobiliser ses propres ressources pour faire face à un événement, à une difficulté, à un besoin particulier, et donc être dans l'écoute de l'autre, d'abord, de soi également, et de faire en sorte de mettre à distance le jugement, d'accepter la situation de l'autre et ce qu'elle va pouvoir faire, c'est-à-dire mobiliser ses ressources et faire en sorte que la personne qu'on a en face de nous, qui est l'experte de sa situation, soit capable d'exprimer ses besoins et que nous, en tant que professionnels, on soit dans une posture d'apporter de l'aide, du soutien, des ressources complémentaires et pas une solution, mais vraiment utiliser l'expertise, la connaissance, les connaissances de la personne pour qu'elle puisse agir directement sur sa situation.
Ça nécessite de l'empathie et surtout de la congruence. Donc, avoir un état émotionnel qui soit en plein accord avec le discours et la relation. Et bien sûr, il y a un certain nombre d'outils qui permettent cette écoute, cette posture de non-jugement et cette empathie. C'est par exemple privilégier les questions ouvertes. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué à faire. Donc, faire parler la personne qu'on a en face de soi est essentiel. Reformuler le contenu qui permet de vérifier ce qu'on a compris de ce que la personne nous a dit, le sentiment qu'on a pu repérer et s'assurer que c'est le sentiment que ressent la personne. Travailler sur les silences, donc prendre le temps de la communication et permettre aux personnes de se positionner le plus pleinement possible dans l'entretien. Si jamais Frédéric va se reconnecter, elle pourra compléter, mais voilà une petite introduction au counseling et il y a des possibilités de formation complémentaires en gynéco si vous voulez aborder cette notion plus en détail. Slide suivant. Ça. Donc concrètement, en gynéco, une fois que les sages-femmes sont formées, elles interviennent au sein des établissements médico-sociaux et elles vont faire de la prévention individuelle et de la prévention collective qui est extrêmement importante parce que la sexualité et l'intimité, c'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est l'affaire de tous. Et donc ces sages-femmes, elles vont réaliser des consultations et donc des ateliers professionnels pour les professionnels qui accompagnent les résidents, qui ont aussi besoin d'outillage et de postures adaptées sur ces questions, et à destination des résidents des établissements médico-sociaux dans lesquels les sages-femmes interviennent. Suivante. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Très rapidement, on a 65 sages-femmes qui sont conventionnés dans la démarche. Il en faudrait un petit peu plus pour répondre à l'ensemble des besoins. Vous voyez qu'elles interviennent dans de très nombreux établissements. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. On a malgré tout des territoires, dont des départements du Corrèze, Île-de-France, Nord-Ouest, les Yvelines, où on pourrait aller encore plus loin avec plus de sages-femmes. Et ça a un impact fort puisqu'on est à plusieurs milliers de consultations, plus de 3000 consultations et pas loin de 1000 ateliers qui ont déjà été organisés. Et ça, c'est depuis 2023. Donc, ça fait 3 ans que c'est en place. Slide suivante. Alors, quelle relation avec le secteur de la santé sexuelle parce que vous êtes de nombreux professionnels de la santé sexuelle. À savoir qu'Andigynéco est piloté par l'ARS, financé sur le Fonds d'intervention régional, le FIR, et déployé, en tout cas au départ, exclusivement dans les établissements médico-sociaux médicalisés. On a eu une extension aux établissements non médicalisés et aux établissements accueillant des enfants, donc des IME, des ITEP, des foyers de vie, d'hébergement, des ESAT, qui nécessitent une adaptation de l'offre à ces publics avec des besoins très différents, parce que l'ouverture doit être plus large vers la prévention en santé sexuelle au sens large, en termes de sensibilisation, d'éducation, de vaccination, de dépistage, de soins. Il y a eu des questions dans le chat qui étaient liées à ça. Il y a effectivement des besoins assez considérables à destination de ces personnes. Ah, j'ai retrouvé mon micro. Merci. Donc il y a des besoins énormes vis-à-vis de ces personnes et je n'ai pas parlé des personnes qui vivent à domicile, qui ont autant de besoins, si ce n'est plus, que tout cela. Donc ce qu'on essaye de faire en plus d'Andigynéco, pour aller au-delà de ce qui se passe aujourd'hui avec les sages-femmes,
c'est déjà de déployer au maximum sur les territoires, avec les réseaux locaux des sages-femmes, les parcours qui vont être ouverts aux personnes en situation de handicap. Ça peut être en centre de santé, en centre de santé sexuelle, à la PMI, à l'hôpital. Donc en ce moment, on est en train de développer des partenariats avec tous ces acteurs pour avoir du relais déjà sur un certain nombre de situations que les sages-femmes peuvent rencontrer en établissements médico-sociaux, mais aussi des acteurs complémentaires qui peuvent intervenir au sein de ces établissements ou à domicile. C'est de développer l'accès aux lieux de prévention et de soins locaux où c'est encore structurellement très difficile d'accéder. C'est pas seulement une question de rampe ou de largeur de porte, c'est aussi une question de déplacement, d'accueil, d'accompagnement dans le soin. Mais ça, on sait que c'est facilité par l'interconnaissance des acteurs, par le référencement des acteurs qui ont des bonnes volontés et notamment d'avoir des accueils handy-friendly. Ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'adaptation, beaucoup de formation, mais ne serait-ce une ouverture d'esprit et quelques petits outils pour considérablement améliorer les situations. Et puis enfin, développer des actions d'aller vers qui sont primordiales, fondamentales pour créer et entretenir le lien entre tous ces acteurs et avec les personnes en situation de handicap. Slide suivante. Ça, je vais passer. Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à faire ça? Déjà, quelque chose qu'on attend avec impatience qui devrait arriver très très vite, c'est la bulle bleue au milieu, c'est le financement des consultations longues par l'assurance maladie. Quand je vous disais prendre le temps tout à l'heure, c'est avoir aussi une rémunération juste pour le temps passé. Aujourd'hui, Handigynéco, comme je le disais, financé sur le FIR avec un amendement pour les consultations. Dans quelques semaines, dans quelques mois, cette possibilité d'avoir un financement des consultations longues sera assuré par l'assurance maladie directement et donc ouvert à tous les professionnels de la santé gynécologique, sages-femmes, médecins généralistes faisant de la gynécologie ou gynécologues. On souhaite également développer la sensibilisation, la formation des professionnels de santé, quels qu'ils soient dans les territoires. Il y a eu des questions dans le chat sur la formation. On est tout à fait ouvert à en parler et à vous faire des propositions. Impliquer l'ensemble des acteurs, donc les centres de santé sexuelle, les associations qui font de la prévention, comme le planning familial, qui s'est aussi manifesté, pour réaliser des actions territoriales de prévention en établissement non médicalisé. C'est là où il y a énormément de besoins, en établissement pour enfants. Les campagnes de vaccination en IME, par exemple, c'est essentiel. Et plus largement, faire de la promotion de la santé sexuelle et du dépistage auprès des personnes qui vivent à domicile. Parce que c'est une des ambitions d'Handigynéco, c'est d'ouvrir plus largement à toutes les personnes qui vivent à domicile. Et peut-être que Frédéric veut rajouter quelque chose, puisque je crois qu'elle a réussi à ouvrir son micro. Oui, désolée, à 13h25, j'ai enfin réussi à faire un truc, donc c'est incroyable, je suis vraiment navrée, mais j'avais absolument rien, j'ai changé d'ordinateur, de téléphone, enfin bref, j'ai tout fait, mais je n'ai pas réussi enfin, en tout cas, j'ai entendu tout ce qui s'était dit, donc je ne vais pas répéter et c'était parfait. Merci beaucoup, Benjamin. Juste sur la posture du counseling, c'est vraiment un outil merveilleux et j'espère que ça vous a déjà un peu convaincu parce que vraiment, ça aide à être dans cette relation d'aide et à égalité avec l'autre et pas être dans une posture de professionnel qui sait tout et redonne de l'estime de soi à la personne en face qui a des ressources pour essayer de trouver des solutions à son problème, s'il y en a un, ou en tout cas à son cheminement sur la vie amoureuse, la sexualité et l'intimité. Et on sait que les représentations, comme disait Benjamin, sont hyper tenaces, que dans le monde du handicap, on n'a pas de sexualité, ou elle est déformée, ou il n'y en a pas, et donc il n'y a pas besoin de suivi. Et donc là-dessus, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire sur la société, sur les pros que nous sommes, sur les personnes elles-mêmes accompagnées, parce qu'on leur a tellement dit que de toute façon, ce n'était pas pour elles, qu'elles ont intégré vraiment cette sensation de se dire, bah non, moi, j'ai pas besoin de suivi, puis de toute façon, j'ai pas de sexualité, j'aurai jamais d'amoureux, d'amoureuse. On est vraiment dans cette ouverture-là
Et donc, on a tous notre place, notre carte à jouer là-dedans. Il n'y a bien sûr pas du tout que les sages-femmes. Là, les sages-femmes, elles ont répondu présent sur la démarche, donc c'est pour ça qu'elles sont là et que, entre guillemets, c'est celles qui, sur le côté prévention, dépistage, contraception, coûtent moins cher, très clairement. Il y a eu aussi ça, évidemment, dans la décision qui date de 2000, là, vous l'avez entendu, hein, depuis quelques temps déjà avec Benjamin. Donc voilà, en tout cas, s'il y a des questions, et peut-être Cindy surtout, parce que c'est vrai que c'est quand même hyper important si elle peut témoigner. Je ne sais pas si elle a réussi à ouvrir son micro. Pas du tout. Cindy, elle participe à la formation anti-gynéco qu'on fait en Ile-de-France. Et donc, elle fait un témoignage sur comment on n'a pas accès aux soins, comment on ne parle pas forcément à la personne concernée, on parle à l'accompagnant, à l'accompagnante, de ce que je me souviens, de ce que tu as pu dire aussi pendant la formation. Et donc, c'est vraiment de se dire que il faut leur faire confiance, il faut leur parler directement, il faut les écouter et ne pas avoir de jugement, en tout cas, sur ce que serait la sexualité au sens large dans le monde du handicap. Bon, j'ai fait un super horriblement résumé, mais... Allez-y, la personne de Enfants et Santé. Vous pouvez parler? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Y a-t-il des cabinets accessibles pour les personnes handicapées pour une consultation de gynécologie? Alors, merci pour votre question. J'y ai partiellement répondu en commentaire dans la conversation. Il y a effectivement des cabinets, soit de sages-femmes, soit de médecins ou de médecins gynécologues qui sont accessibles. On peut les retrouver, on retrouvait certains sur l'annuaire d'accessibilité des professionnels de santé, qui est porté là par l'APF France Handicap et le ministère de la Santé. Je vous ai mis le lien dans la conversation. Et puis ensuite, vous pouvez également demander au centre Intime Agir qui peut faire le relais. Donc le centre Intime Agir est spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans les domaines de la vie affective et sexuelle, de la vie intime et de la prévention des violences, mais aussi de parentalité. Et ils peuvent vous donner ou relayer l'information pour des cabinets accessibles. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous pouvez nous envoyer un message, il y a eu nos coordonnées à la fin de la présentation et on pourra essayer de vous aider. Mais de plus en plus d'hôpitaux, comme l'hôpital de Poissy, l'hôpital de Longjumeau, l'hôpital de La Fontaine, développent des consultations dédiées aux femmes en situation de handicap sur le versant gynécologie. Et j'ai oublié l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il y avait une question, c'était donc sur comment contacter Andy Gynéco pour un centre d'hébergement avec foyer, SAVS et accueil de jour pour des actions de sensibilisation, mais vous avez les contacts dans le PowerPoint, c'est ça? Et il indiquait, nous organisons prochainement notre premier forum santé sociale afin que les personnes accompagnées découvrent, comprennent et puissent se diriger vers les professionnels ressources sur le territoire. Pensez-vous possible que des sages-femmes puissent intervenir? Alors, des sages-femmes ou autres, on fait régulièrement des interventions, donc soit les sages-femmes, soit l'équipe de coordination du gynéco, sur ce type de forum. Donc, il suffit de nous contacter, de nous présenter votre projet et puis on voit comment vous soutenir au mieux. Mais c'est tout à fait possible. Une dernière question que je vous lis. Que pensez-vous des assistantes sexuelles qui existent dans d'autres pays? Je sais que cela ne rejoint pas vraiment ce qui a été dit, mais c'est une question. Tu veux répondre, Fred? Alors, ce qu'on en pense personnellement, bon, ça, effectivement, ça reste personnel, mais parce que c'est interdit en France de toute façon, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des associations de personnes en situation de handicap qui sont très pour, d'autres qui sont
Si c'était assez simple, oui, non, on aurait sans aucun doute déjà trouvé la réponse, pardon. C'est beaucoup plus simple. Il y a à la fois de l'éthique, il y a du législatif, il y a quid d'une sexualité masculine, féminine. Il y a des associations comme Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui se battent beaucoup contre parce qu'elles pensent que c'est plus tourné vers une sexualité masculine et que pour le coup, c'est très limite de la prostitution. D'autres, comme l'APF, qui sont plutôt à dire que c'est un besoin et qu'il faut trouver des systèmes. Il y a aussi des très beaux témoignages de gens qui le font, où c'est vraiment bien considéré, etc. Donc, moi, j'ai pas d'avis entre du oui et du non. Je pense qu'il va falloir qu'on peut-être le mettre un peu plus sur la table et qu'on arrive à se sortir du côté idéologique pour pouvoir en discuter sans s'énerver, sans partir. En général, le peu que j'ai vu dans des congrès, ça part beaucoup dans tous les sens et tout le monde s'agresse. Donc, réellement, voilà, à partir du moment où ce n'est pas qu'une sexualité masculine et qu'on écoute la sexualité des hommes et des femmes et que c'est très encadré et que c'est pas de la prostitution, en tout cas, c'est des choses qu'il faut réfléchir, mais tout le monde n'a pas non plus toujours la même sexualité. Donc, je trouverais intéressant aussi de nous ouvrir à c'est quoi la sexualité, c'est quoi les différents types de sexualité et de quoi les gens ont envie, et pas de calquer quelque chose qui serait automatiquement pareil pour tout le monde, et donc une réponse à un besoin qui serait automatiquement pareil pour tout le monde. Donc, je fais une réponse de Normande, mais parce que c'est un sujet complexe et par définition, je pense qu'un sujet complexe, malheureusement, n'a pas trop facilement de réponse oui-non, vous voyez. Donc, j'espère que j'ai répondu un peu quand même à la question. En tout cas, oui, effectivement, c'est interdit en France. Merci. Parfait. Merci à tous. Je vous propose qu'on clôture. Merci beaucoup Frédéric Perrotte, Benjamin Voué, Fabienne Gaby et Cindy. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas pu intervenir. On essaiera de refaire quelque chose et que vous puissiez intervenir. Et merci à tous pour votre participation. Et puis donc le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. On vous transmettra le lien pour vous y rendre. Et puis si les intervenants sont d'accord, on vous transmettra aussi les présentations. Voilà. Et bon après-midi à tous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci beaucoup Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci à tous et désolé encore pour les difficultés techniques que nous avont fait l'expérience. Au revoir.